Ah, excusez-moi pour la petite coupure, hein, quand j'ai remonté ici la FlexCam, elle s'est arrêtée. Donc voilà, une petite mise au point, donc vous aurez la vidéo en 2 étapes, c'est pas grave. Alors, on y va. Alors voici le diagramme Mental Peak. Alors, vous voyez, en haut à gauche, on a bien du R134A. D'accord, R134A. Et en fait, je vais prendre l'énoncé en parallèle, parce qu'en l'énoncé, on vous donne finalement l'interprétation de fixation de chaque courbe. Alors ça, vous l'avez dans la fiche de TD, mais vous voyez, en noir et blanc. Bon, ça rend beaucoup moins bien. Après, sachez également l'exploiter lorsqu'on ne vous donne pas en couleur, lorsqu'il est en noir et blanc. Encore, moi, je vais vous l'envoyer en couleur. D'accord, pour que vous sachiez mieux l'exploiter pour une première. Alors, on vérifie quoi? On vérifie l'ordonnée déjà, vous voyez, on va prendre le temps. On a la pression, pressure, en barre, d'accord? La pression en barre est bien sur l'ordonnée. Remarquez bien, vous allez le voir, de toute façon ça se voit par rapport aux graduations, l'échelle n'est pas linéaire, l'échelle est logarithmique, d'accord? On le voit ici, on voit sur les traits horizontaux, d'accord, ils ne sont pas régulièrement espacés. On a bien ici, donc vous voyez, on a 1 bar, on a 2 bars, 3 bars, 4 bars, on a 10 bars là, 20 bars, 50 bars. L'échelle est logarithmique, donc on fera faire attention à l'échelle logarithmique pour la pression du R134A exprimée en barres sur la gauche. D'accord? L'abscisse, donc on a log de pH, H enthalpie massique, donc on a bien ici, vous voyez, une enthalpie massique, ici c'est enthalpie en kilojoules par kilogramme. Donc on a bien une enthalpie ici massique en kilojoules par kilogramme. D'accord, enthalpie massique en kilojoules par les kilogrammes. Alors les enthalpies massiques, attention, elles sont données par ici. Alors ils vous disent ça comment dans l'énoncé? Non, ils vous en parlent pas d'enthalpie massique, mais en fait, les enthalpies massiques sont les droites verticales. Et en fait, elles sont graduées ici, vous voyez, de 140. Et ça, on balaye, d'accord, de 20 en 20 kJ par kilogramme. Donc ça va de 140 à 560, d'accord. Ça, ce sont les enthalpies massiques. Et pour relever une enthalpie massique, il faut prendre ici la droite verticale. Vous verrez sur la... Vous ne voyez pas l'écran, mais en fait, vous avez des lignes verticales. Vous voyez, ici, vous voyez, elles sont apparentes. Là, vous avez des lignes verticales. Bah, ça, ce sont vos lignes, vous voyez. Ça, c'est une ligne d'enthalpie massique. Vous le verrez, quand vous allez imprimer chez vous la feuille, vous la verrez. Là, comme je veux faire un gros plan du diagramme de Mollier, vous le voyez peut-être pas, mais là, bon, si vous voulez deviner un peu, mais quand vous imprimez, ça ira mieux. Là, ce sont ici les droites verticales d'enthalpie massique constante. Vous voyez, ce sont les droites d'enthalpie massique. Donc ici, en noir, de 140 à 560. Ok. Ça, bien repéré, les droites verticales, enthalpie massique, droite horizontale. En fait, voilà, les droites horizontales, ce sont des isobars. Les droites verticales, ce qu'on appelle des isenthalpiques. Les droites d'enthalpie, petit h égale constante. Ok. Ensuite, ce qu'on vous donne, vous voyez, entrée, bon là je relis l'énoncé. Entrée noire, entrée gras noir, c'est la courbe de saturation. D'accord, là on a la courbe de saturation, entrée noire qui, voilà, qui va jusqu'ici, qui redescend comme ceci. Voilà. Et cette courbe de saturation, d'accord, et c'était la question numéro 2, permet de séparer les différents domaines d'existence. Liquide, vapeur, équilibre, liquide, vapeur. Donc on y va. Bon, en fait, à gauche de cette courbe de saturation, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le domaine du liquide incompressible. Donc là, on a le domaine du liquide incompressible. Je vous rappelle, modélisé par, je vous rappelle, une phase condensée incompressible indilatable. À droite de cette courbe de saturation, on aura quoi? On aura le domaine finalement de la vapeur sèche. Donc tout ceci c'est le domaine de la vapeur sèche. Vous voyez, donc je suis en direct, j'essaie de voir que ce soit visible pour tout le monde. Donc là, peu importe, il faut pas que je... Ouais, là ça ira. Domaine de la vapeur sèche, je vous rappelle le modèle thermodynamique, a priori, gaz parfait. D'accord, je vous rappelle, ici on va étudier un corps pur, hein, le R134A. D'accord. Et à l'intérieur de cette courbe de saturation, d'accord, où là on a ici l'ensemble des points de rosée, ici on a l'ensemble des points d'ébullition, d'accord. Là on aura un équilibre, liquide, vapeur saturante, d'accord. Donc là on aura, voilà, un système diphasé, liquide plus vapeur. Il ne faut pas que j'écrive sur les courbes, voilà. Liquide, vapeur saturante. Ok.
Voilà, c'était la question, vous demandez. La question numéro 2. Ici, indiquer sur le diagramme les domaines liquide, vapeur et équilibre vapeur du fluide R134A. D'accord? Voilà. Donc, du l'hydrofluorocarbone. Bon, après, il y a plein d'autres courbes. Donc, on a traité des droites horizontales, l'isobare, des droites verticales, les isenthalpiques. Après, les courbes rouges. Alors, vous voyez, il y a des courbes rouges, et ça tombe bien, ici, graduées de 20 en 20. Ben, ce sont des isothermes. Voilà, ce sont des isothermes, ici. Les isothermes, ici, elles sont comprises entre moins 40 degrés Celsius jusqu'à 160 degrés Celsius. Et ça varie par pas de 10 en fait. Vous voyez 0, là on a 0 degrés Celsius, 10, 20, 30, 40. Alors remarquez, on va suivre une isotherme. Bah tiens, l'isotherme à 0 degré. L'isotherme à 0 degré, elle est là. Je suis l'isotherme à 0, je suis la courbe rouge. Donc là, il faut bien suivre. Et j'arrive ici. À cette isotherme à 0 degré Celsius, j'arrive sur ce point de rosée là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous savez que là, ensuite, voilà l'isotherme sous la courbe de saturation, on aura une isotherme horizontale. On est sur le palier de liquéfaction. Regardez, l'isotherme à 0 degré, vous voyez, on ne l'a pas représenté à l'intérieur, on n'a pas fait de trait rouge pour ne pas surcharger l'intérieur de la courbe de saturation. Mais en fait, de là à là, vous pouvez tracer, on ne le fait pas, on ne va pas surcharger. Mais là, vous avez l'isotherme à 0 degré. D'accord? L'isotherme à 0 degré est quasiment à 3 bars, on va dire, quasiment à 3 bars, d'accord, sur le palier de liquéfaction du R134A. Donc là, je rappelle, je suis l'isotherme à 0 degré. Donc là, on a le domaine du gaz parfait. J'arrive ici, point de rosée. Pour le système diphasé, par exemple, si on effectue une compression isotherme, on aurait ceci, d'accord? Mais attention, je n'ai pas le volume, hein, d'accord? J'ai pas le volume, c'est enthalpie massique. Hein. C'est pas un diagramme de Watt ni de Clapeyron. Donc là, l'isotherme, elle est ici, droite horizontale. Et regardez, en fait, on va le noter par la suite. Bah, sachez que les isothermes, dans le domaine du liquide, ce sont des droites verticales. Ouais. En fait, toutes les isothermes, vous voyez, là, on voit que là, les isothermes pour SM diphasé sont des droites horizontales. On vous le fait deviner ici. Et on vous le fait deviner ici. Alors que dans le domaine du liquide, les isothermes sont des droites verticales. D'accord? Alors, pour le domaine du gaz, bah, c'est pas vraiment des droites verticales. Vous voyez, si je prends la règle, l'isotherme à 0 degré Celsius, c'est pas une droite verticale. Non. L'isotherme à degré Celsius, vous voyez, voilà, c'est une courbe, hein, c'est assez curviligne, hein, c'est pas vraiment une droite. D'accord? Pour avoir une droite, voilà, il faudrait, vous voyez là, à 140, l'isotherme est quasiment une droite. Ouais, c'est quasiment une droite verticale. Bah ça correspond au modèle du gaz parfait. C'est-à-dire que finalement, l'isotherme est quasiment une droite verticale. Finalement, vous voyez, aux basses pressions et haute température. En fait, le modèle du gaz parfait, il est applicable ici. D'accord? On retrouve le domaine finalement des basses pressions, haute température. Et en fait, il faut savoir que dans ce domaine-là, les isothermes sont des droites verticales, donc sont également des isenthalpiques. Et ouais, parce que des droites verticales, ce sont des droites d'équation petit h égale constante, donc des isenthalpiques. Même chose pour le domaine du liquide. Hein. Les isothermes pour une phase condensée sont des droites verticales, sont également des isenthalpiques. Alors ça, on peut peut-être le noter. Hein. On peut peut-être le noter ici, dans la lecture du diagramme. Alors même si ce n'est pas demandé, on va le noter ici dans l'exercice numéro 12. D'accord? Première chose, comment on va noter ça? On va noter ça sous les formes des... ici, les isothermes, ouais. Les isothermes, ici, d'une phase condensée incompressible indilatable, sont également des isenthalpiques. Alors vous voyez également, parce que comme j'ai modifié la flexcam, j'ai mis plus haute pour voir le diagramme. Ça va, c'est visible. Ce qu'il faut, j'écris un peu plus grand peut-être. Voilà, écrire un peu plus grand. Ce sont des isenthalpiques, c'est-à-dire, voilà, donc les isothermes d'une phase condensée sont également des isenthalpiques, c'est-à-dire des droites verticales dans le diagramme log de P H. Ouais. Donc les isothermes d'une phase condensée sont également des isenthalpies. Alors ça vient d'où?
Bah, ça vient de la relation pour une phase condensée. Variation élémentaire d'enthalpie massique. Vous voyez, variations élémentaires d'enthalpie massique sont reliées aux variations élémentaires de température. Le quotient de proportionnalité étant la capacité thermique massique de la phase condensée supposée constante CdT. Voilà, tout est dit. Tout est dit. dH égale CdT. Et sur une isotherme, la température reste constante, donc les variations élémentaires de température sont nulles. Voilà, si dt égale à 0, alors dH égale à 0. Les isothermes d'une phase condensée sont également des isenthalpiques. D'accord? Voilà. Des droites verticales. Donc on a également des droites verticales. Droite verticale dans le diagramme, un log de pH, parce qu'on a H en abscisse. Hein. Attention, ce n'est pas un diagramme de Clapeyron. On ne trace pas la pression en fonction du volume massique. On trace la pression d'échelle log en fonction de l'enthalpie massique. Faites attention, ce qu'on porte en abscisse. D'accord? Même chose pour la vapeur sèche, pour le gaz parfait. D'accord? Donc là, il y aura une contrainte sur température et pression. D'accord? Donc, ce qu'on peut noter, les isothermes du gaz parfait, vous voyez, on change de modélisation. Donc là, c'est le modèle de la vapeur sèche. Sont également ici des isenthalpiques, d'accord. Par contre, pour des pressions faibles, c'est-à-dire que vous voyez, il faut vraiment être à des pressions, on va dire, inférieures à 1 bar. Bon, pour le modèle du gaz parfait, hein. Gaz parfait, c'est un gaz réel dilué pour des pressions inférieures ou égales à 1 bar et haute température, d'accord. Voilà. Voilà, quasiment supérieure à 100 degrés. Voilà. Voilà. Ici, attention, ça c'est valable aux faibles pressions. Donc P inférieur ou égal à 1 bar et aux hautes températures. Sinon c'est pas le cas, on n'a pas de droite verticale. Voilà, on va prendre allez, 100 degrés Celsius pour le R134A. D'accord. Donc pareil, les isothermes du gaz parfait sont des droites verticales, c'est-à-dire des isenthalpiques, mais attention, faible pression, haute température, bon, on retrouve finalement le modèle du gaz parfait, modèle du gaz réel dilué. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pour une meilleure compréhension finalement du diagramme. Parce que ça finalement, ça c'est important de le voir et de repérer. Vous voyez en rouge, hein, c'est important pour une première d'avoir un diagramme ici enthalpique en couleur. Donc l'isotherme, vous voyez je répète. Je prends l'isotherme à 0 degré, je la suis. Je monte, je monte, je monte, je monte. Et là on vous dit qu'arrivé sur la courbe de saturation, ici la courbe de Rosé, bah là on vous amorce un trait horizontal rouge, c'est-à-dire que sous finalement la courbe de saturation, l'isotherme à 0, bah, c'est une droite horizontale, on est sur le palier de liquéfaction. Et là, vous voyez, schlac, j'arrive ici. Je sors ici au point E d'ébullition correspondant à la pression et la température considérée. J'ai une droite, voilà, verticale. Donc, l'isotherme à 0, c'est une droite verticale dans le domaine du liquide. Ok? Bon, ça ce sont pour les isothermes, d'accord? Ensuite, il est dit courbes en bleu. Ouais, les courbes en bleu, ce sont les isentropiques ou isentropes. Vous voyez ici, au-dessus des valeurs d'enthalpie massique, on note des petits S. Vous voyez ces petits S là, on commence à 1. Ici, 1, 2, 4, 6. Et vous voyez, après on bascule. Donc ça, ce sont les valeurs, ce sont les droites d'équation S égale constante. Donc ça, c'est en bleu. Alors je vais mettre ici à la même ligne, vous voyez. Là, ici, petit s, 1,00. Je vais mettre ici, voilà, en bleu. Je vais essayer de garder la même couleur, entropie massique. Voilà. Alors ces entropies massiques, faites attention, ici elles seront données, donc ça c'est l'unité donnée dans l'énoncé. Hein. Ça sera en kilojoules par kilogramme par Kelvin. Hein. Une entropie c'est en joules par Kelvin, entropie massique, d'accord. N'oubliez pas de diviser par la masse. Bon. Donc là on a les valeurs d'entropie massique, donc il faut suivre les courbes en bleu. C'est-à-dire que là, la droite d'équation S égale 1 kJ par Kelvin par kilogramme, elle est là en bleu. Ça, c'est 1. D'accord? Voilà. Donc celle-ci, c'est 1. Là, on a 1,2. D'accord? Là, on a celle à 1,2. Là, on a celle à 1,4. On la suit. D'accord?
Là, on a celle à 1,6. Vous voyez, elles s'écartent de plus en plus. Hein. Elles sont de plus en plus inclinées. Et après, on a voilà, l'isentropique à 1,70. Elle est là, en bleu. Voilà, ça c'est 1,70. Et après, là, après, vous voyez, ça varie de 0,05 de 0,05 en 0,05. D'accord? Part pas de 0,05. 1,75 ici. Donc 1,80 là. 1,85. 1,90. 1,95. 2 jusque 2,30. 2,30 là-bas. D'accord? Voilà. Voici pour les courbes d'équation entropie massique égale constante, en bleu. D'accord? Après, on a également les isotitres en vapeur. Ouais, donc vous voyez, donc là je répète, là sont les enthalpies massiques, là en bleu ce sont les entropies massiques en bleu, et en noir, vous voyez x égale, et là il y a un x égale 0,10, 0,20, 0,3, 0,4, jusqu'à 0,9, jusqu'à 1. En fait, elle varie de 0 à 1. Et ces isotitres en vapeur, d'accord, n'existent que sous, ici, vous voyez, que sous la courbe ici de saturation. Courbe de saturation qui est ici. Et les isotitres en vapeur, vous voyez, ce sont ces courbes noires là. C'est-à-dire que là, on est à 0,1. Voilà. Ce sont finalement, voilà, les titres en vapeur. Ça, c'est titres en vapeur. XEV. X, finalement, j'ai pas assez de place, mais le X qui apparaît ici, c'est le titre en vapeur. C'est-à-dire que là, voilà, le titre en vapeur varie de 0 à 1, ici, puisque ici, on est sur la courbe ici de rosée, où la limite, la première goutte de liquide apparaît, mais le système est entièrement à l'état vapeur. Et plus on se dirige vers le domaine de la vapeur sèche, donc vers la droite, et plus le titre en vapeur sera important. Là, il est nul. On est sur la courbe d'ébullition. À la limite, et la dernière bulle ici de vapeur disparaît. D'accord? Le système est entièrement à l'état liquide, donc là, le titre en vapeur est nul. Et là, on a 0,1, 0,2. Donc attention à la forme de la courbe. Voilà. Le titre en vapeur, ici, les isotitres en vapeur, sur la courbe de saturation 0,50, on est ici. À 0,50, on suit cette courbe noire. Vous voyez? Voilà. Comme ceci, elle se rejoint là-haut. D'accord? Bon. Donc ça, c'est bon. Ensuite, de quoi encore a-t-on besoin? Pour l'instant, c'est bon. Donc j'ai parlé d'isotherme, isentrope, isotitre. D'accord? Voilà. D'accord? Donc voilà pour les courbes, on va dire les, ici, les plus importantes, d'accord, que l'on va exploiter dans ce diagramme. D'accord? Voilà. Donc voilà, petite mise au point, petite lecture de ce diagramme. Et là, on va pouvoir attaquer finalement la lecture et l'interprétation. D'accord? Bon. Alors, question numéro 2, on indiquait sur le diagramme le domaine, ici, liquide-vapeur, liquide-vapeur. Dans quel domaine du diagramme le fluide est à gazeux peut-il considéré comme un gaz parfait? Bah, ça, on vient d'y répondre finalement. D'accord? Voilà. C'est dans le domaine, ici, des faibles pressions, haute température. Et après, voilà. Alors ça, c'est important. On se place, vous voyez, on étudie ensuite l'évolution du R134K en R134A, le corps pur, en régime permanent, en régime stationnaire. On vous donne le débit massique. C'est-à-dire que le débit massique, ici, en régime permanent, finalement, le débit massique, c'est une constante. Et cette constante vaut 0,1 kg par seconde. Et là, on rappelle le premier principe. Appliquer un système ouvert, par exemple le compresseur, en régime permanent. Donc on vous donne le fait, voilà, on vous rappelle le premier principe. Alors sous forme de bilan de puissance. C'est-à-dire que dm, c'est le débit massique. H, S, enthalpie massique de sortie. H, E, enthalpie massique d'entrée. PW, c'est la puissance mécanique algébriquement reçue de l'extérieur par le phénomène de mouvement au niveau des parties mobiles du système ouvert. Donc on trouve la notion de, ici, la puissance mécanique utile. Ça, c'est finalement le PU. Ça, c'est le PU du cours. Hein. D'accord? PU ou PM, je ne sais plus comment j'ai noté PM. Ou PMU. PMU. Ouais, non, ou PM. Puissance mécanique utile. Hein. PM, puissance mécanique utile, tout simplement. Et P indiscule, la puissance thermique algébriquement reçue de l'extérieur par le phénomène au travers de la paroi entourant le système ouvert. Donc vous tenez bien que si la paroi de l'organe est calorifugée, la puissance thermique sera nulle. D'accord? Alors, on y va. On va placer nos points. On vient de placer le point. Alors, on va lire ensemble. On a la puissance thermique reçue par le fluide dans l'évaporateur permet la vaporisation isobare complète du fluide venant de 4 et conduit au point 1
à de la vapeur à la température de 5 degrés et à la pression de 3 bars. Aucune puissance mécanique n'est fournie au fluide dans l'évaporateur. En effet, un évaporateur, c'est un organe échangeur thermique. D'accord. Le travail mécanique utile est nul. Placez le point 1 sur le diagramme. Relevez la valeur de l'enthalpie massique et de l'entropie massique du fluide au point 1. Compte tenu des incertitudes. Ouais. En fait, on vous donne des incertitudes de lecture. En fait, c'est pas évident de faire des relevés. Donc, quand on exploite le diagramme, les résultats seront donnés. Toutes les enthalpies massiques seront données à plus ou moins 5 kJ par kg. Toutes les entropies massiques à plus ou moins 50 joules par Kelvin par kg. Tous les titres massiques, ici, tous les titres massiques en vapeur à plus ou moins 0,05. Toutes les températures à plus ou moins 5 degrés Celsius. Et toutes les pressions à plus ou moins 5%. D'accord? Voilà. Alors, on y va. Donc, la question ici, numéro 2 est faite. Numéro 3. Alors, ce qui est important comme de relever dans cet énoncé, je ne sais pas si vous le voyez, c'est finalement le point 1. C'est de la vapeur à température de 5 degrés et pression 1 bar. Donc, finalement, on vous donne plus ou moins les coordonnées de ce point. C'est-à-dire que finalement, le point 1, ici, va être placé sur l'isobar à 3 bars et l'isotherme à 5 degrés. Donc ça, on va le noter. D'accord? On va le noter. Donc c'est la question numéro 4, parce que la question numéro 3, elle a été traitée ici. En fait, c'est la question numéro 3 sur l'isotherme du gaz parfait. D'accord? La question numéro 4, on y va. Donc on place le point 1 sur l'isobar ici, P1 égale 3 bars, je vérifie, 3 bars, et l'isotherme T1 égale 5 degrés. Et l'isotherme T1 égale 5 degrés. Alors c'est là qu'il faut faire attention et faire preuve de précision. Le point 1, on va se placer sur l'isotherme à 5 degrés, isobar à 3 bars. Donc le plus simple, c'est de repérer l'isobar à 3 bars. On y va. L'isobar à 3 bars, c'est une droite horizontale. Le 3 bars, il est où? Il est là. On prend cette équation-là, la droite. Là, je suis la droite horizontale. Là, voilà, isobar à 3 bars. Et je vais chercher l'intersection avec l'isotherme à 5 degrés Celsius. D'accord? Alors, isotherme à 5. La température ici, vous voyez, là j'ai 10, 20, là j'aurai 0. En fait, j'aurai ici 10 degrés. Donc on va passer ici. Alors, je vais d'abord tracer mon, voilà, je vais tracer mon isotherme. Voilà. Je vais faire les pointillés déjà. Faites d'abord comme moi les pointillés pour les isobars à 3 bars. D'accord? Une fois que vous avez fait les pointillés, tac, vous revenez ici. Vous cherchez l'isotherme à 5 degrés. L'isotherme à 0, elle est là. L'isotherme à 10, elle est là. L'isotherme à 5, vous essayez de vous placer au milieu. Entre 0 et 10, on aura 5. Très bien. Donc le point 1, qu'est-ce que vous faites? Le point, vous essayez de le placer sur cet isobar à 3 bars. D'accord? Au milieu de deux isothermes rouges, entre 0 et 10 degrés. Donc on va essayer de placer, vous voyez, l'allure générale isotherme à 5, ça ferait ça. Donc on est quasiment, on va dire ici. Vous voyez, si on prend une allure isotherme à 5, ça ferait ça. Donc voilà. Là, j'ai mon point 1. Vous voyez. Voilà. Comme ceci. Si vous souhaitez, on peut le stabiloter. Voilà. Bon, ça fait pire quand même. Voilà. Et là, j'aurai ici le point 1. D'accord? Et une fois qu'on a placé ce point 1, on vous demande de relever, avec la précision, les enthalpies massiques. Donc ils ont fourni les enthalpies massiques et l'entropie massique. Alors, pour relever l'enthalpie massique, je vais prendre ici l'abscisse de ce point. Donc là, je vais directement tracer une droite verticale. D'accord, j'essaie de faire une droite la plus verticale possible. Sachant que, alors là, bien sûr, vous n'aurez pas grand-chose ici à l'écran. Moi ici, je suis déjà, là je suis à 400. Là, je suis à 420 en enthalpie massique. Donc là, je suis à 400 kJ par kg. Là, je suis à 420. Et là, mon point à la verticale, là, je passe à la verticale. Bon, il est quasiment 400. Moi, regardez, quand je prends la verticale, j'essaie de prendre un angle droit ici. Ouais, regardez. Tac. Ouais, là, on peut prendre 400. De toute façon, on raisonne à plus ou moins 5. Donc pour moi, je vais prendre 400. D'accord? Donc on y va. Donc,
relevé graphique. Donc là, relevé graphique ici d'une part de l'enthalpie massique du point 1. D'accord? Donc ici, moi je relève, petit h1, on est de l'ordre de, allez, hein, sauf si vous trouvez, vous notez 402, 403, on va vous compter bon, hein. 400, par contre, avec une précision, je tiens compte de précision de l'énoncé, plus ou moins 5. Ici, l'unité en kilojoule par kilogramme. Voilà. Donc pour l'enthalpie massique du point 1, vous cherchez l'abscisse de ce point-là. Par contre, il faut l'entropie massique du point 1. Donc voilà, je note tout de suite. Donc l'entropie massique du point 1, donc ça sera S1. D'accord? Voilà. Alors, l'entropie massique. Allez, on est où? Voilà. Ici, eh ben, il faut regarder les droites d'équation entropie massique et les constantes, ce sont les courbes en bleu. Eh ben, elles sont là, regardez. Là, on a celle à 1,70. Là, on est à 1,70. Là, on est à 1,75. Donc, là, pareil, hein, les entropies massiques, elles seront données ici à, c'est du 50, c'est ça? À plus ou moins, attendez, je vérifie, 50 joules par Kelvin par kilogramme. D'accord? Bon. Alors, on est entre 1,110 et 1,75, donc 1,110, bon, on peut dire, allez, là on peut prendre, allez, 1,74, 1, 2, 3, ouais, 1,74, 1,73, moi je vais prendre 1,74, vous voyez, là je suis comme assez proche, ici de ma courbe bleue à 1,75, après vous pouvez prendre 1,73, ouais, vous voyez, c'est vraiment très subjectif, hein, 1,70 là, vous voyez, puis vu comment les courbes s'écartent par rapport, après, hein, c'est-à-dire qu'il faut choisir une courbe qui aurait cette allure générale, hein, qui également aurait ce même profil. Ouais, moi je vais prendre 1,74, d'accord. Après vous prenez 1,73, ça sera bon aussi, hein. Donc moi je vais prendre 1,74. Je repasse en joules pour tenir compte de la précision, d'accord. Donc voilà, donc ça fait 1740, c'est ça. Donc 1740, vous voyez, à plus ou moins 50 joules par Kelvin par kilogramme. D'accord? Voilà. Donc là, c'est compte tenu des précisions. Compte tenu des précisions qui sont fournies. Voilà. Donc on nous fournit les précisions dans l'énoncé. On tient compte de ces précisions pour relever enthalpie massique et entropie massique du point 1. D'accord? Donc finalement, on a pression, température, enthalpie massique et entropie massique finalement du point. On a quasiment toutes les coordonnées ici de ce point 1. Bon. Ok. Ça c'est bon. Après, alors question numéro 2. On a quasiment fini avec la question numéro 1, tout à fait. Question numéro 2. Ensuite on passe, voilà. Ici donc en fait le point 1, si on regarde par rapport au schéma, le point 1 on est en sortie de l'évaporateur. Donc là, on a les coordonnées, paramètres d'état, ici en sortie de l'évaporateur. Après, évolution 1, 2, on est dans le compresseur. Donc, compresseur, il faut s'attendre à une augmentation ici assez importante de la pression du gaz. Et d'ailleurs, de toute façon, le point 1, il est où? Il est dans le gaz pur, on est dans la vapeur sèche. Donc, le compresseur, qu'est-ce qu'il fait? Il aspire la vapeur. Gaz parfait. Et la comprime de façon adiabatique isentropique. Ouais, alors, ouais. Ouais, on sait, moi j'aurais simplement mis adiabatique irréversible. Parce qu'une isentropique, c'est une adiabatique réversible. Bon, bref. Avec un taux de compression R égale P2 sur P1 égale à 6. C'est-à-dire que là, finalement, on a la pression. On a, par définition du rapport de compression, on a P2 égale 6P1. Avec P1 égale 3 bars, on a P2 égale 18 bars. C'est-à-dire que là, on aura la pression du point 2 18 bars. Donc le point 2, il va s'obtenir ici sur les isobars à 18 bars. Placer P2. Ah. Placer le point P2, connaissant la pression, et sachant que l'évolution 1,2 est une adiabatique réversible, donc une isentropique. Bien. Placer P2. Relever la température T2, enthalpie massique, en sortie du compresseur. Le point 2, en effet, le point 2 est ici, eh bien, en sortie du compresseur. D'accord? 1,
avant le compresseur, 2 en sortie du compresseur. On vous donne le taux de compression. Comment placer le point 2? Le point 2, sur l'intersection de l'isobar à 6 x 3, 18 bars, et là on vous dit une adiabatique réversible. Une adiabatique réversible, en fait, c'est une isentropique. C'est-à-dire que là, on va être à l'intersection de l'isobar à 18 bars et de l'isentropique, d'accord, à combien? Isentropique à 1,74 kJ. D'accord? On y va. Donc ça, on le note. C'est, voilà, 5e question. Donc par définition du rapport ici de compression, donc par définition du rapport de compression, on aura P2 égale RP1, on a 18 bars. D'accord? Donc la pression du point 2, on est à 18 bars quand même, on passe de 3 à 18 bars. Sachant que l'évolution qui mène de 1 à 2 est une compression qui est isentropique. Voilà, on a une compression isentropique. C'est-à-dire que finalement, voilà, le point 2 s'obtient à l'intersection. Donc isentropique, c'est-à-dire que l'évolution 1,2 est isentropique, c'est-à-dire que l'entropie reste constante lors de l'évolution 1,2. C'est-à-dire que l'entropie massique, l'entropie massique du point 1 est égale à l'entropie massique du point 2. C'est-à-dire que le point 2 s'obtient à l'intersection, finalement, de l'isentropique passant par le point 1, de l'isentropique passant par le point 1. Je vous rappelle, ici, on avait S1, donc nous, on avait pris 1,74. 1,74 kJ par Kelvin par kilogramme. Donc, intersection, ici, de l'isentropique passant par le point 1, et de l'isobar. Et de l'isobar à combien? À P2 égale 18 bars. Voilà, et de l'isobar à P2 égale 18 bars. Vous voyez? Bon. Et après, on va faire un relevé graphique. J'anticipe un peu la rédaction. Donc, relevé graphique. Relevé graphique de quoi? De la température et l'enthalpie massique. Donc, relevé graphique. Pareil, toujours avec la même précision. D'accord? L'enthalpie massique du point 2. D'accord? Donc, on va relever l'enthalpie massique du point 2. Et de la température. Donc, on va noter H2. Et la température du point 2. Alors, on y va. Donc le point 2, il est à l'intersection de l'isentropique passant par le point 1, donc la courbe bleue à 1,74 et l'isobar à 18 bars. Bon, on y va. Il faut rechercher l'isobar à 18 bars et essayer de tracer l'isentropique à 1,74, parce qu'elle n'est pas tracée. Hein. Je rappelle les deux isentropiques tracées sont celles à 1,70, 1,75. Il faut tracer une isentropique ayant une allure générale, qui ressemble ici à une allure intermédiaire entre 1,70 et 1,75. Et il faut aller chercher l'isobar à 18 bars, ici sur le graphe. Voilà, donc là, pareil, compte tenu des précisions qui sont fous d'énoncer, hein. Là, entre 10 et 20, on a 2,4 cm, hein. D'accord, voilà, de 4, là, on va dire ici, voilà, là, on sera à 15, d'accord, là, on sera à 17,5, allez, on va dire que là, on sera 18. D'accord, donc vous essayez de relever 18. Donc là, 18 ici, 0,00. Barre, je trace. Voilà, en pointillé directement. Ouais, faut que ça passe. Attendez, par rapport au... Je vérifie quelque chose. Alors, ouais.
hop, je trace bien la parallèle, voilà, en pointillé, tac. Je vérifie par rapport aux températures, je sais à peu près à quelle gamme de température on va tomber, voilà. Donc là j'ai tracé l'isobar à 18 bars en trait pointillé noir, et je vais chercher l'intersection avec ici l'isentropique, d'accord, voilà. Ici isentropique à 1,74. Alors une allure générale, vous voyez. Donc là on est à 1,70, cette forme incurvée, 1,75 comme ceci. Là si je conserve à peu près le même écart entre celle-ci et celle-ci, vous voyez je vais tomber à peu près ici on va dire, allez. Voilà, on va pas chipoter. Tac. Donc là je vais placer, allez, hop, c'est fait. Le point 2 il est là. Là, le point 2 est là et en fait je peux tracer l'évolution. Hein. Je peux déjà la tracer. Voilà. Non, ça, tout ça, je vais repasser au stabilo. Hop. Voilà. Et cette première évolution, je la flèche. Et cette évolution, elle a lieu dans le compresseur. On trouve bien que le compresseur augmente la pression du système à l'état gazeux. Donc évolution ici, évolution isentropique. Donc compresseur, on a ici voilà, une isentropique 1, 2. Bien. Le point 2, je vous rappelle, a obtenu l'intersection d'isobar à 18 bars et de l'isentropique à 1,74 ici kJ par Kelvin, par kilogramme. Il faut relever l'enthalpie massique et la température. La température, on est juste à côté. D'accord? La température, on est juste à côté. C'est-à-dire qu'on a, en fait, en point 2, ça c'est l'entrée du compresseur, c'est la sortie du compresseur. En sortie du compresseur, donc là on est à 70, on a 80. Là, notre 70 et 80, 75, on va dire qu'il... 74, hein, non, je sais pas. Ouais, 75, il est là. Si je prends l'allure générale, vous voyez, isotherme à 110, ça le fait ça. Isotherme à 80, elle fait ça. Isotherme à 75, elle fait ça. Ouais, 74, allez, hop. 74 degrés Celsius. Donc 74, et sachant qu'on est à combien? Plus ou moins 5. Oh, allez, oh, plus ou moins 5, allez, degrés Celsius. D'accord? Voilà. Vous voyez, on ne peut pas exiger de vous une grosse précision, hein, d'accord? Vraiment, vous avez température à plus ou moins 5 degrés Celsius. Et l'enthalpie massique, bah là, je vais prendre ici, voilà, pareil, je vais relever mes droites d'enthalpie massique. Je prends ici, voilà, tac, comme ceci. Sachant que là, attendez, je suis à 400, là, je suis à 440. Ouais, c'est bon. Je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas. Là, je me repère par rapport à ma ligne du dessus. Et je me repère par rapport à la ligne du bas. Là, je suis sur la droite, vous voyez, d'enthalpie massique, des enthalpiques à 440. 440, et là, je suis légèrement au-dessus, 460, 450, 442. D'accord? 442, je relève en enthalpie massique. D'accord? Allez, hop. Pareil, donc 442, avec la même précision, plus ou moins 5 kJ par kilogramme. D'accord, vous voyez là, on prend le temps de repérer les coordonnées des points, c'est une première, après, on sera plus rapide. Après, les autres exos, je vous recommande de les faire, on n'aura pas le temps de tout corriger en TD, hein, d'accord? Voilà pour les coordonnées ici en sortie du compresseur. Voilà, en sortie du compresseur. Voici, voilà, enthalpie massique, température du point 2. D'accord. Bon, ça c'est pour la question numéro 5. Question numéro 6. Déterminer ici la valeur de la puissance mécanique, PM, reçue par le fluide lors de son passage en compresseur. Commenter le signe de PM. PM, il est là. Bah, il faut utiliser le premier principe industriel. D'accord? Donc là, ici, 6e question. Ici, donc le premier, ici. Principe qualifié d'industriel. Premier principe industriel, qu'on vous rappelle d'ailleurs dans l'énoncé. D'accord? Le premier principe industriel sur l'évolution 1-2, d'accord, qui est en fait une isentropique. Il va permettre ici
d'évaluer la puissance ici mécanique PM algébriquement reçu par le fluide. Là, je fais une phrase complète. Hein. Après, on en fera beaucoup moins, je vous rassure. Algébriquement reçu par le fluide lors de son passage dans le compresseur. Donc là, on réécrit, hein, finalement, bah là on vous donne directement, j'ai réécrit le fait que débit massique fois... alors, enthalpie massique de sortie. Enthalpie massique de sortie, ça sera H2. Moins enthalpie massique d'entrée. 1. D'accord? Facile. Hein, égal, je réécris un P... alors, ils ont mis un M, ouais, bon, compresseur, c'est puissance mécanique, donc je marque PM, ici, plus P indisque. D'accord, ouais. Sauf que, ici, le compresseur est ce qu'on appelle un organe, ici entre guillemets, adiabatique, un calorifugé. D'ailleurs, ça se voit, l'évolution est isentropique, donc adiabatique réversible, aucun transfert thermique avec le milieu extérieur, donc la puissance thermique est nulle. D'accord? Voilà, c'est-à-dire, tout simplement, la puissance mécanique algébriquement reçue par le fluide lors de son passage dans le compresseur. Lorsque le fluide dans les coulombs passe dans le compresseur, il va recevoir de manière algébrique une certaine puissance mécanique, PM, qui vaut dm fois H2 moins H1. D'accord? Voilà. Tout simplement. D'accord? Vous voyez, c'est pas si compliqué, surtout que voilà, on vous donne quand même le premier principe ici dans l'énoncé. D'accord? Alors, je recherche, j'ai perdu de vue le débit massique constant 0,1 kg par seconde. Donc, on a 0,1 kg par seconde. Fois la différence, vous voyez, d'où le relevé, après le relevé H2 moins H1. Donc, faites ici 442, d'accord, moins ici H1 qui vaut 400, le tout fois 0,1 kg par seconde, et vous obtenez, regardez, on est à directement, vous voyez, ici, voilà, 4,2. Donc on a 4,2 joules par seconde, 4,2 watts. Donc ça c'est strictement positif, débit massique, PM, pardon. Hop, ensuite faire ça. Hop, hop, voilà. Transformer le D en P. Là c'est un PM, voilà. La puissance mécanique reçue par le fluide lors de son passage en compresseur vaut 4,2 watts. Positif, ça c'est cohérent. C'est bien cohérent. Il n'y a pas de souci. Hein. Il reçoit effectivement ici un travail mécanique utile de la part du compresseur. D'accord? Voilà, le compresseur ici, c'est la partie qui nécessite ici, voilà, une puissance motrice à apporter. C'est-à-dire que c'est la grandeur qui est ici coûteuse. Hein. D'accord? Voilà, la grandeur coûteuse, voilà, pour l'utilisateur, mais c'est le fluide qui le reçoit. Le fluide, ici, en mouvement, en écoulement dans le système, reçoit 4,2 watts de la part du compresseur. D'accord? Voilà. Bon, voilà. Pour l'application du premier principe industriel, vous voyez aucune difficulté. D'accord? Bien. Ça, c'est fait. Ensuite, la question numéro 7, on va continuer ici l'évolution, à savoir qu'une fois qu'on sort du compresseur, on aborde ici l'évolution 2-3, étude dans le condenseur, via ici l'extérieur du véhicule, l'étude du condenseur, où on va avoir une liquéfaction, hein, ici, partielle voire même totale, de la vapeur condenseur, d'accord, de liquéfaction, d'accord, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le fluide sortant du compresseur entre dans le condenseur dans lequel il le refroidit de manière isobare. Donc refroidit de manière isobare, la température diminue à pression constante jusqu'à température de 60 degrés. Donc on refroidit jusqu'à 60 degrés Celsius. Bon. Placez le point 3 sur le diagramme, relevez la valeur d'enthalpie massique en sortie du condenseur. Donc pareil. Ici, il faut placer le point 3, d'accord, et jusqu'à une température ici de 60 degrés Celsius. Alors, ça on va le noter, l'évolution qui mène de 2 à 3
dans le condenseur. Voilà. D'accord, c'est un refroidissement. Donc isobar. Donc isobar à combien? Bah, isobar ici à la pression P2 de 18 bars. Donc isobar à P2 égale 18 bars. Donc refroidissement jusqu'à une température de l'état numéro 3 qu'on vous donne égale à 60 degrés Celsius. D'accord? 60 degrés Celsius. Bon, voilà. Alors, on va reprendre ça. Voilà. Ici, on y va. Il faut aller rechercher l'isotherme à 60. Ouais. Sauf que nous, ici, on est quand même ici sur une température, je vous dis, de 74 degrés Celsius. Bon. Là, on a 74 degrés Celsius, il faut rechercher l'isobar à 60. L'isobar à 60, elle est où? Ben, elle est là. Sous la courbe de saturation, c'est une droite qui est horizontale. Et après, je vous rappelle, c'est une droite qui est verticale. Je vous rappelle, après, dans le domaine du liquide, là, ici, l'isotherme à 60, c'est une droite verticale. Là, on est l'isotherme à 60 degrés Celsius. Alors, on va avoir forcément un refroidissement ici, vous voyez, à pression constante. Bon, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher l'isotherme à 60 tout en maintenant la pression constante. Ben là, il n'y a aucune ambiguïté. On respecte la contrainte pression constante. Donc là, vous voyez la droite pointillée en noir que j'ai fait tout à l'heure, je la repasse entièrement. Je suis à pression constante. À pression constante, sauf que je dois aller chercher l'isotherme à 60. C'est-à-dire que si je m'arrête là, je ne l'ai pas. Si je m'arrête sur la courbe de saturation, vous voyez, je ne suis pas sur l'isotherme à 60 degrés Celsius. Je suis bien sur l'isobar à 18 bars, mais je ne suis pas sur l'isotherme à 60 degrés. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller rechercher cet isotherme. Et cet isotherme, je peux le repasser en rouge. Hein. L'isotherme à 60, j'ai fait en cran de bois, mais l'isotherme à 60, elle est là. Il faut aller la rechercher. La rechercher jusqu'où? Jusqu'au domaine du liquide. C'est-à-dire que là, voilà, on passe à liquéfaction totale. Donc là, le point 3, il est là. Le point 3, il est ici. Il est à l'intersection de l'isobar à 18 bars et de l'isotherme à 60. En fait, on ne vous dit pas que le système, ici, est passé totalement à l'état liquide. D'accord? Et le point 3, il est exactement là, intersection de l'isobar à 18 bars et de l'isotherme à 60. Je vous rappelle, l'isotherme à 60 degrés est une droite verticale, c'est une isenthalpique dans le domaine du liquide. D'accord? Donc, point numéro 3. Voilà, et ça, c'est l'évolution dans le condenseur. Voilà, donc je peux noter et je peux flécher également. Vous voyez un peu déjà le fléchage du cycle? Sens trigo, hein. Mais pas dans le sens horaire, sens trigo. Donc ce sera un cycle machine réceptrice, ce sera un récepteur. D'accord? Voilà, le point 3. Ok? Très bien. Et là, on relève quoi? Donc ça, vous avez compris le raisonnement, hein, je l'ai dit plusieurs fois à l'oral, on va relever l'enthalpie massique. Ben, l'enthalpie massique, ce sera la droite verticale. Donc moi, pareil, là, je vais placer... Alors, là, c'est mon enthalpie. Moi, je vais raisonner sur les valeurs du haut. Vous voyez, là, je suis à 280. Je note les valeurs de petit h. 280, et là, je suis à 300. Vous voyez? Et moi, je vais relever l'enthalpie massique. Mais en fait, je vais m'aider du fait que l'isotherme est également une isenthalpique. Donc, en fait, je vais chercher, voilà l'abscisse de ce point-là. Là, je suis à 2,90, on va dire. Donc, 280. Là, je suis à 290 au milieu. On va faire ça précisément si vous voulez. Donc 1,2, 6, là je suis à 290, on va dire allez, 280, 280, allez, 288. On est proche des 290. Allez, 288, d'accord? Donc on relève graphiquement ici l'enthalpie massique du point 3, d'accord? 288, d'accord? Donc relevé graphique, pareil, je suis ici. Voilà, donc pareil. Ici, directement, je note H3, vous voyez déjà. Donc H3, ici j'ai dit 288, ok, à plus ou moins 5,
kJ par kilogramme. Voilà, l'enthalpie massique du point 3. D'accord? Donc là, on est bien en sortie du condenseur. Voilà. En sortie du condenseur. C'est tout ce qu'on demandait dans la question numéro 7, hein, c'est relever l'enthalpie massique du point 3. Ok. Et après, qu'est-ce qui se passe de 3 à 4? Donc le système fluide, donc là entièrement l'état liquide, passe dans le détendeur jusqu'à l'état numéro 4. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le détendeur? Donc le fluide sortant du condenseur, on est ici, est détendu dans le détendeur, supposé adiabatique, pareil, donc paroi calorifugée, jusqu'à la pression de l'évaporateur P1, donc pression de départ 3 bars, d'accord, qui constitue l'état 4. Un détendeur ne contient pas de partie mobile, donc pas de partie mécanique mobile, donc c'est-à-dire que le travail mécanique utile est nul. D'accord, dès qu'on voit ça, dans le détendeur, voilà, WU égale à 0. Si bien que, bon, c'est écrit que le fluide ne reçoit aucun travail mécanique, ici en fait, hein, utile. Montrer que la transformation dans le détendeur est isenthalpique. Ok. Et ça permet ensuite de placer le point 4. Bah ouais, si l'évolution 3,4 est isenthalpique, l'évolution 3,4 sera une droite verticale dans le diagramme log de pH. On trace le cycle complet, on relève la température T4 et le titre en vapeur X4 en sortie du détendeur. Ok, on fait tout ça, 8-9. Allez, c'est parti, let's go. Alors, question numéro 8. Alors, pareil, là on va appliquer le principe industriel. D'accord? Donc, premier principe industriel, ici, sur l'évolution ici 3,4, elle est supposée ici adiabatique. Dans le détendeur. D'accord? Donc elle est ici adiabatique dans le détendeur. Alors ça nous donne quoi? Ça nous donne pareil, débit massique, enthalpie massique de sortie, H4, moins enthalpie massique du fluide à l'entrée du détendeur, H3, égale, pareil, je vais noter ici, est-ce qu'ils imposent une notation pour le détendeur? Non, bah, je vais reprendre ce qu'ils ont mis au départ, PW plus PQ. Bon, même chose, de toute façon, il y aura toujours des termes qui vont simplifier dans le premier principe industriel qu'on lit bien l'énoncé. Donc ici, on a des parois, donc un organe ici adiabatique, donc paroi adiabatique, PNSQ égale à 0. Ce qu'il faut également aller rechercher au niveau ici du détendeur, c'est qu'il n'y a pas, d'accord, pas de partie mécanique mobile, donc en fait le PW également sera égal à 0, donc pas ici, comme on dit ça, pièce mécanique mobile ou pas de partie mobile. Voilà. Bon, ils disent qu'il n'y a pas de partie mobile dans l'énoncé, donc pas également pas de pièce mécanique mobile. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'on se réduit à dm h4 moins h3 égale à 0, débit massique forcément étant différent de 0, on retrouve le fait que h3 égale h4. Voilà. C'est-à-dire, on a une détente. On a alors une détente qui est isenthalpique. Voilà. Alors ça c'est, attention, cette détente ici, 3,4 adiabatique, elle est isenthalpique, car le détendeur ne possède pas de pièces mécaniques mobiles, donc il n'y a pas de travail mécanique utile, et ici il est calorifugé, donc aucun transfert thermique avec le milieu extérieur. Donc détente isenthalpique. Bon, et ça permet en fait de placer directement, c'est-à-dire que le point 4, il est à la verticale du point 3, à la pression de départ, P1 égale 3 bars. Ça va? Donc ici, on place le point 4 à la verticale du point 3, à la pression de départ de 3 bars. Et là, on va relever ici la température ici T4. Alors, on y va. Donc, on a la verticale de 3 et on a la pression de 3 bars. Donc pareil, l'isobar de 3 bars, bah, je vais continuer en pointillé que j'avais fait au début, sa première, voilà,
ici, à 3 barres, je continue. Tout, 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 tout. Voilà. Et je vais me placer à la verticale. Alors, est-ce que je suis bien à la verticale? Hop. Et là, j'ai le point 4. Ça, c'est l'évolution qui a lieu dans le détendeur. Détendeur où on a quand même une baisse brutale de pression. D'accord, on passe de 18 à 3 bars. D'accord. La température, vous voyez, on a 0. La température, on relève la température sur l'isotherme de 0 degré Celsius. Je suis sur le palier à 3 bars, 0 degré Celsius. D'accord. Donc pareil, la température ici à 0. Alors pareil, hein. Ne dites pas, oh, je suis à 0,5. Ouais, mais 0 plus ou moins 5 ici, hein, degrés Celsius. D'accord. Voilà. 0 degré. Voilà. Ici, et après, le titre en vapeur. Le titre en vapeur X4 en sortie du détendeur. Donc on relève ça. Et le titre. Le titre en vapeur, noté X4 en sortie du détendeur. D'accord, je vous rappelle, le point 3, il est purement 100% à l'état liquide. Le détendeur, baisse brutale de pression. On aura une certaine fraction massique, donc titre massique en vapeur, hein, ça explique donc titre massique en vapeur, en sortie ici du détendeur. Alors les titres massiques, je vous rappelle, on est ici sur ces courbes ici inclinées en noir très plein. Donc on est entre 0,40, celle-ci, d'accord, entre 0,40, je rappelle, un titre massique n'a pas d'unité, donc 0,40, parce que c'est la masse de vapeur, hein, sur la masse totale du système, donc ça n'a pas d'unité, entre 0,40 et 0,50. Bon là je suis à 0,45, à peu près, hein. 0,45, je suis à 0,43. Allez, 0,43, à combien? 1 plus ou moins 0,05. Ok. Donc on a x4 environ égale à 0,43 à plus ou moins 0,05. Pareil, pas d'unité hein, pour ici le titre. Voilà, en vapeur. D'accord. Voilà, on a le point numéro 4. Finalement, comme il s'agit d'un cycle, hein, le R134A subit une évolution cyclique, on peut tracer le cycle complet. C'est-à-dire que là, l'évolution 4.1 qui a lieu dans l'évaporateur, c'est une évolution ici à pression constante, à pression de 3 bars. D'accord. Donc on peut tracer, voilà, on termine le cycle thermodynamique, on rejoint les points 4 et 1, on flèche dans ce sens-là. Voilà, et on a un beau cycle, voilà, thermodynamique, subi par le R134A, cycle ici récepteur, et cette dernière évolution 4.1 a lieu dans l'évaporateur. Donc ça c'est l'organe hein, qui permet ici, voilà, qui est situé à l'intérieur de l'habitacle, hein, et qui permet ici finalement de refroidir l'habitacle. D'accord. Voilà. Alors justement, on vous demande d'étudier un petit peu cet évaporateur, hein, c'est le but je pense. Voilà, c'est d'évaluer, très bien. Ouais. Question numéro 10. Voilà. En déduire la puissance thermique échangée par le fluide lors de son passage à travers l'évaporateur entre les états 4 et 1. L'air intérieur du véhicule est-il refroidi? Bon, là c'est oui, hein, le but de l'évaporateur c'est de refroidir l'intérieur du véhicule. D'accord. Donc, là, il faut évaluer la puissance thermique échangée par le fluide lors de son passage au travers l'évaporateur entre 4 et 1. Ok, alors, on y va, ça c'est la question numéro 10. Question numéro 10. Alors pareil, c'est le premier principe industriel. Voilà, dès qu'on vous demande de calculer une puissance mécanique thermique, appliquez le premier principe industriel. Une seule fois, pas deux fois, premier principe industriel, ici. Sur l'évolution, alors ici ce sera l'évolution 4.1, d'accord.
4,1 ici dans l'évaporateur. Permet d'estimer la puissance thermique échangée lors donc échangé oui par le fluide, de manière algébrique lors de son passage dans ouais bon il y a 2 fois évaporateur, bon c'est pas grave, dans l'évaporateur, d'accord, tout simplement on va prendre écrire pour une base industrielle sur l'évolution 4,1. Alors pareil, ça sera débit massique fois enthalpie massique finale H1 moins enthalpie massique initiale H4 égale à quoi? Donc on a une puissance mécanique, puissance thermique, j'ai mis mon puissance thermique, plus puissance ici mécanique. D'accord? Voilà, PW. Alors, j'ai pas fait attention dans l'énoncé, qu'est-ce qu'il nous disait sur l'évaporateur? Blablabla. Alors, ils le disent pas là, ils le disent quelque part, je sais plus où. Mais là, ils disent rien sur... Ah non, il faut remonter, c'est vrai, il faut remonter. Là, aucune puissance mécanique n'est fournie au fluide dans l'évaporateur. Ouais, il faut revenir au début de l'énoncé. Là, avant question 4, aucune puissance mécanique n'est fournie au fluide dans l'évaporateur, donc ça permet voilà, de simplifier ce terme-là. Donc, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de pièce mécanique mobile. Voilà, ok. Bon. Donc, c'est-à-dire tout simplement ce que l'on cherche ici, voilà, c'est cette puissance thermique. Donc, ce sera le débit massique H1 moins H4. Voilà. Alors pareil, on a un débit massique de 0,1 kg par seconde. H1, alors j'ai perdu mes valeurs, elles sont où? H1, on a 400 moins ici H4. H4 égale H3. Très bien. H3 égale 288. Voilà. Donc on trouve 11,2. D'accord, 11,2 ici. Kilowatts, c'est des kilojoules. Ah mais attendez, je pense à ça. Est-ce que j'ai mis des kilowatts tout à l'heure, comme j'ai donné les valeurs? Ce sont des kilojoules. On est kilojoules, donc forcément ce sont des kilowatts. Pour PM. Non, j'ai eu le kilowatt. Il y a un kilowatt ici. Hein. Kilowatt, hein. Attention. 4,2 kilowatts. Puisqu'en fait, on avait des kilojoules ici. Hein. D'accord, donc j'ai dû penser en faisant l'application numérique. Kilojoules, donc forcément, on a aussi des kilowatts. Ok, voilà, 11,2 kilowatts. Alors, est-ce que l'air de l'habitacle est refroidi? En fait, c'est-à-dire que là, cette puissance thermique, elle est effectivement reçue par le fluide frigorigène. C'est-à-dire que cette puissance, elle est extraite de l'air de l'habitacle. L'air de l'habitacle est bien refroidi. D'accord? Donc, ça, on va le noter. Si on vous demande, voilà, est-ce que l'air de l'habitacle, l'air de la voiture est-il bien refroidi? En effet, la puissance thermique, ici, elle est positive. Donc, elle est effectivement reçue. Donc, elle est effectivement reçue par le fluide frigorigène. D'accord? Ouais. C'est-à-dire, elle est extraite. T'as dit ça? Extraite? Ouais. Oh non, extrait. Oh, bon. J'ai un doute. Extrait de l'air. Ici. De l'habitacle. Voilà, tout simplement. Voilà. L'air intérieur est bien refroidi. D'accord? Donc, au contact de
l'évaporateur ici, donc une évolution ici 4, 1, isobar à P1 égale 3 bars, d'accord. On a bien, voilà, le fluide frigorigène reçoit effectivement cette puissance thermique, d'accord, il le reçoit de la part de l'air intérieur, donc on extrait l'air de l'habitacle, l'air intérieur est bien refroidi, d'accord, voilà. Bah là on a fait le tour, c'est le cas de le dire, on a fait le tour du cycle, on a fait le cycle complet, 1, 2, 3, 4, dans ce sens-là. Donc c'est bien ici un cycle, ici voilà, récepteur. Voilà, sens trigonométrique. Ok. Et avant-dernière question, vous voyez, c'est pas très compliqué. Définir l'efficacité E ou coefficient de performance du climatiseur, calculer sa valeur. On y va. Alors, forcément, on a toutes les grandeurs énergétiques en main. On y va, donc on veut calculer l'efficacité du climatiseur. Alors, par définition, E, en valeur absolue, ça sera la grandeur énergétique utile sur la grandeur énergétique coûteuse. Alors, qu'est-ce qui est ici utile? Alors, rappelez-vous, dans le cours, c'est le transfert thermique ici réalisé avec la source froide, divisé par le travail, ici, voilà, W, nécessaire pour faire fonctionner ce climatiseur, ce récepteur thermique. Je vous rappelle, dans ce cas, que QF est positif et W est positif. D'accord? Voilà. Pour faire fonctionner ici le climatiseur, il faut apporter de l'énergie du système. Le fluide reçoit de l'énergie sous forme de travail. D'accord? Voilà. Et QF étant positif. Je vous rappelle, on va refroidir ici, je vous rappelle, refroidir la source froide. D'accord? C'est ici l'habitacle. Et accessoirement, réchauffer la source chaude. Ici, ça ne nous intéresse pas. Alors ça, on n'a pas directement accès aux énergies. On n'a pas accès nécessairement au transfert thermique ni au travail. Par contre, on a accès aux puissances. C'est-à-dire qu'on peut réécrire cette efficacité en termes de puissance. Parce que là, on a tout exprimé en termes de puissance. C'est-à-dire que l'efficacité E, la grandeur énergétique utile, c'est la puissance thermique avec la source froide dans l'évaporateur, c'est ça. Je vérifie s'il n'y a pas un conflit de notation, il n'y a pas de deuxième PNSQ qu'on a calculé, non, donc je noter ceci. Voilà, c'est celui-ci. D'accord? Divisé par la puissance motrice apportée au compresseur, on l'a noté, PM. D'accord? Voilà. En fait, ça se ramène directement à... donc ça c'est du DM. En expression littérale. En fait, ça explique ici, là, je vais vous expliquer l'intérêt ici de la lecture. Donc PM, c'est du DM. Hop. Voilà. Alors, ici, le P induscu. Puissance thermique échangée par le fluide lors de son passage dans l'évaporateur, et PM ici, donc c'est la puissance mécanique ici changée par le fluide lors de son passage dans le compresseur. Voilà, pour replacer un peu le contexte. D'accord. Après ça, si vous le savez, vous n'êtes pas obligé de le noter, mais c'est important de passer de ça à ça, bien comprendre la physique du problème. D'accord. Donc là, en termes d'énergie, là, en termes de puissance, PQ sur PM. D'accord. Les deux sont calculés. Et surtout, vous voyez, ça se résume à quoi? On peut, en fait, l'intérêt de ces diagrammes enthalpiques, c'est que, voilà, le simple relevé de quoi? De 1, 2, 3 enthalpies massiques
H2H4 permet d'estimer l'efficacité en fait. Donc là, vous voyez, c'est simplement un relevé, ce qu'on a fait précédemment, un relevé graphique d'enthalpie massique. D'accord? Donc sur l'axe des abscisses, axe horizontal, un relevé graphique d'enthalpie massique permet d'estimer très rapidement l'efficacité du climatiseur ici. D'accord? Voilà. Et ça, on les a estimés précédemment. Nous, on a directement calculé les puissances, de toute façon, donc on ne va pas s'embêter, on ne va pas refaire les différences des enthalpies massiques. Hein. On va calculer ici directement le rapport des 11,2 kW divisé par les 4,2 kW. J'espère que vous avez corrigé qui sont numéro 6, ce sont des 4,2 kW. Voilà, donc 2, ici, voilà, 66. D'accord. Donc on va noter ici une efficacité. On est ici, voilà. Allez, voilà, on peut garder 2,7. Voilà. Bon, c'est une valeur qui est cohérente. Hein, une valeur qui est cohérente par rapport aux ordres de grandeur qui sont donnés dans le cours. D'accord. Voilà. Voilà tout l'intérêt finalement. Voilà, on aboutit finalement avec rapport de puissance ici, hein, thermique sur mécanique. La grandeur ici utile sur la grandeur coûteuse, et finalement ça serait dû à une différence enthalpie massique, donc des relevés graphiques d'enthalpie massique sur le diagramme enthalpique. D'accord. Et on termine ce problème par comparer cette valeur d'efficacité à celle d'un climatiseur de Carnot, fonctionnant entre la température de l'évaporateur, ouais, donc de 0 degrés Celsius, et la température de liquéfaction du fluide sous la pression P2. D'accord. La température de liquéfaction du fluide sous P2 qui vaut 18 bars, hein, d'accord. C'est sur le palier de changement d'état. Il faut relever la température. D'accord. Alors, là, on a la température de 0,2. En fait, la température basse, température haute. Cette température, donc c'est la température ici. Ils disent, il faut prendre cette température. Température de liquéfaction du fluide, donc on est ici, sur le palier de changement d'état, à la pression P2. Donc là, on est sur cet isotherme-là, on est entre 60 et 70. On est un peu moins que 65. Allez, 64. On prend 64 degrés. D'accord. Pour les deux températures. Donc, cette température de la source chaude, température de la source froide, pour estimer l'efficacité de Carnot. D'accord. Donc là, on va rappeler justement les résultats du cours. Donc, efficacité à l'attention de Carnot d'une machine frigorifique. Donc là, je ne refais pas la démo. On l'a vu ensemble en cours. D'accord. On a fait le calcul complet ensemble. D'accord. Alors l'efficacité de Carnot, finalement, s'obtient lorsque le fluide va décrire un cycle de Carnot. C'est un cycle réversible, un cycle théorique, constitué de 2 isothermes réversibles et de 2 adiabatiques réversibles. D'accord. Et dans ce cas-là, l'efficacité de Carnot d'accord, s'exprime uniquement en fonction des températures des deux sources chaudes et froides. C'est la température de la source froide divisée par la température de la source chaude moins la température de la source froide. D'accord. Donc on aura bien une efficacité qui sera, donc TCMOTF, qui sera bien positive, qui peut être supérieure à 1. D'accord, on le voit juste ici. D'accord, c'est pas un rendement, c'est une efficacité, donc il n'y a pas de souci. Donc voici le rappel. Alors ici, l'énoncé vous guide dans le choix des températures des sources chaudes et sources froides. La température de la source froide, ben, ça sera 0 degrés Celsius. Température de la source chaude, il faut prendre la température de liquéfaction du fluide sous P2 égale 18 bars. On a dit 64 degrés Celsius, hein, sur le palier. Voilà. De liquéfaction. Voilà. On est à 18 bars. D'accord. Voilà. On y va. Application numérique. Efficacité ici EC, hein, de Carnot, C pour Carnot, hein, d'accord. Voilà, bon. Tout simplement, n'oubliez pas, hein, 273, bon, on peut mettre virgule 15, hein, pourquoi pas, divisé par ici, donc 0 degré, on aura 64 plus 273,15 moins 273,15. Voilà, on trouve environ 4,2. 4,2, d'accord. Et c'est bien supérieur à l'efficacité, on va dire, réelle. D'accord. Voilà. Bon, il y a un écart, hein, forcément, de 2,7 à 4,2. D'accord. Ça, c'est le cas idéal. Cas réversible. D'accord. Carnot, ici, évolution et surtout un cycle réversible. D'accord. On a un cycle réversible. Là, dans le climatiseur,
source d'irréversibilité, je pense notamment au détendeur. Hein. D'accord, évolution qui est irréversible au sein du détendeur. Donc là, on peut noter ici, voilà, une évolution qui est irréversible, voilà, au sein du détendeur. D'accord. Voilà. Bon, quand même 1h15 cet exo, mais j'ai pris le temps. Alors par contre, je peux pas faire ça pour tous les exos, il y en a quand même pas mal. Là, je vous laisserai les faire par vous-même. Il y a quand même une vingtaine d'exos, je pense, cette fiche de TD. Vous voyez, j'ai pris le temps, donc j'ai pris plus de temps sur l'exo que sur le cours, parce que le cours, après on parlait, la démo, bon, elle n'est pas au programme, ce qui intéresse, c'est l'application. Et vous voyez, l'application, le plus important, c'est de savoir lire ça. C'est ça, c'est le diagramme mental PIC, savoir le lire et savoir l'exploiter. D'accord? Ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Après que vous savez faire ça, voilà, vous saurez relever des enthalpies massiques, des entropies massiques, des titres en vapeur, et savoir calculer une efficacité ici pour un cycle récepteur. D'accord? Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de cet exo. D'accord? Alors, il y a des exos qui lui ressemblent fortement, hein, je veux dire, que j'aurais pas le temps de corriger. Il y a deux suites de concours blancs, il y a 2 cycles de Rankine. Pareil, ils sont assez longs, hein, j'aurais pas le temps de tous les corriger. Il y a un turbo-alternateur d'une centrale thermique, il y a le cycle réfrigérant du CO2. Bon, pareil, il y a 4 exos qui lui ressemblent. Voilà, d'accord, donc je vous donnerai les corrections, je vais pas forcément revenir dessus et je vais forcément faire une correction directe. D'accord? Ok. Donc voilà pour cette machine thermique avec écoulement, vous voyez. Bon, pas forcément plus complexe, c'est juste la lecture du diagramme qui est un peu différente. D'accord? Alors, je souhaite quand même revenir avec vous, puis corriger un exercice. Là, je vais vous donner la correction. Donc, vous mettez en pause hein, si ça commence à faire trop long. On a 1h16. Je m'étais arrêté à combien tout à l'heure? C'est pas 30 minutes, je crois? Je sais plus. Ouais, bon, c'est pas grave, vous mettez en pause. Hein. J'aimerais bien vous donner la correction du 1 quand même. Ici, j'avais donné quelques indications pour le corriger. L'étude, on avait fait l'étude expérimentale. Ça, c'était corrigé, je l'avais donné la correction. Le 1, c'est l'étude théorique du moteur de Stirling. D'accord? Bon. Alors, bon, je ne vais pas relire l'énoncé directement. On l'avait déjà lu ensemble, on l'avait déjà décrypté. Il fallait calculer les valeurs de pression, température et volume pour chacun des 4 états. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais essayer ici de bouger, voilà, sans éteindre la flexcam. Donc on va aller en doucement. Voilà, c'est un peu plus clair pour vous. J'espère que voilà, c'est bon. Là, contrairement tout à l'heure, la flexcam ne s'est pas éteinte. Youpi. Alors, bien. Alors, on y va. Pression, température, volume pour les 4 états. Donc on y va. L'état 1, T1 égale TF. Ici, on vous donne la température de 300 K. Donc, je repars la température de 300 K. L'évolution 1,2 est isotherme. Donc, T2 égale T1 égale 300 K. Pression P1 égale 1 bar. Je connais P1 et T1, j'en déduis V1. Équation d'état des gaz parfaits. Je donne en litres. L'état 2, l'état numéro 2, on vous donne ici, voilà. On vous dit que V2 c'est 1 dixième de V1. Bah, V2 c'est V1 sur 10. Ok. T2 égale T1, c'est une compression isotherme réversible. Si j'ai T2 et V2, j'en déduis P2. D'accord? P2 égale 10 P1. Pourquoi? Parce que pour tout isotherme du gaz parfait, le produit PV est constant. Après, passage de 2 à 3, c'est un échauffement isocore. D'accord? Sachant que l'état ici numéro 3, T3 égale TC. Source chaude égale 600K. T3 égale TC égale 600K. D'accord? C'est un échauffement isocore, donc V3 égale V2. D'accord? Et sur tout isocore, le rapport température-pression est constant. Ou rapport pression-température est constant. J'en déduis la pression P3. D'accord? Je parle d'équation V3 égale V2. Équation d'état. Si V3 égale V2, alors forcément T3 sur P3 égale T2 sur P2, d'où P3. Détente isotherme, 3, 4, donc forcément T4 égale T3 égale TC égale 600K. Ensuite, on vous dit que le volume, V4 égale V1. Donc si V4 égale V1, ici, égale à 0,98 litres. Équation d'état du gaz parfait pour avoir la pression P4. D'accord? Voilà. Ensuite, le cycle thermodynamique, d'accord, on retrouve bien ici compression isotherme, ici réversible. Ensuite, échauffement isocore au contact de la source chaude. Détente isotherme réversible 3-4. Et après, refroidissement isocore. Tac, ici. J'indique volume, pression, ici, voilà, des états 1 et état 2. On a bien un cycle est parcouru dans le sens ici horaire, c'est un cycle moteur. On a N mol de gaz parfait atomique, système qui est purement thermodynamique. D'accord?
Ça, c'est la question numéro 1 et 2. C'est que le moteur sans sort, c'est bon, on a déjà répondu à la séance précédente. Et question numéro 3, il faut calculer tous les travaux, les transferts thermiques algébriquement reçus par le gaz. Et est-ce qu'on a bien un cycle moteur? Donc, vous vérifiez que le travail total est bien négatif. Bon, sur les isothermes du gaz parfait, facile, hein, tout isotherme du gaz parfait, la version d'énergie interne est nulle, hein, loi de Joule. Donc, delta U12 égale 0. Donc, Q12 égale moins W12. Donc, on a la relation pour W12. Donc, W12, c'est moins l'intégrale de 1,2 de Px dV. D'accord, j'intègre entre V1 et V2. Tac, tac. Tiens, moins RTF, température de la source froide. Ln de V2 sur V1, 230 joules. Donc Q, ici, alors ça c'est évolution 1, 2. On a bien ici, on vérifie. Hein, ici, ça c'est bien positif. Et c'est bien cohérent avec une compression. D'accord, le système reçoit effectivement l'énergie sous forme de travail de force de pression lors d'une compression. Q12 forcément sera négatif, il sera fourni au milieu extérieur. D'accord. Voyez, hein, surtout ne dit pas isotherme, donc Q égale 0. Surtout pas. Isotherme, Q12 différent de 0. Isotherme, ce n'est pas les adiabatiques, hein, je pense à vos DS. D'accord. Bon. Ok. Bon, pareil, on fait la même chose sur. Enfin, pareil. Isocore, 2, 3. Alors, si vous voyez isocore, pareil, ne confondez pas isocore, isobar. Qui dit isocore, volume constant, donc le travail de force de pression est nul. Ne dites pas isobar, donc travail de force de pression nul. Non, non. Si vous avez une isocore, alors le travail des forces de pression sera nul. C'est le cas pour l'évolution 2,3, qui est une isocore, donc le travail des forces de pression est nul. Vous voyez, à chaque fois, delta U de 3 égale W de 3 plus Q de 3. Donc, finalement, ça revient à calculer un transfert thermique, hein, un QV égale delta U. Hein. Un transfert thermique algébriquement reçu par le système à volume constant, c'est la variation d'énergie interne. Donc, QV égale delta U, CV, température finale moins température initiale. Ça, c'est d'accord. QV égale delta U. D'accord, ça vient finalement de la relation du cours QV égale delta U. Et là, ça vient du fait qu'on a un gaz parfait. D'accord. CV, NR sur gamma moins 1, TC moins TF, 249 joules. Bien possible, c'est effectivement reçu par la source chaude. Évolution 3K, c'est une détente, ici, isotherme du gaz parfait. Donc pareil, isotherme du gaz parfait, delta U34 égale à 0. W34, on retrouve ici quelque chose de négatif. Ça, c'est Phoenixer, c'est cohérent, c'est une détente. Ça, c'est bien cohérent. Q34 égale moins W34, 459 joules, c'est effectivement reçu. On est au contact avec la source chaude. Évolution 4.1, isocore également, et travail des forces de pression, isocore 4.1 est nul. Donc Q4.1 égale delta U, QV égale delta U, CV delta T, CV égale sur gamma moins 1, moins 249 joules. Et là, on a calculé tous les Q, tous les W. On peut faire la somme de tous les travaux. Le travail total, c'est le travail sur les deux isothermes. D'accord. Donc, on fait le travail total, c'est W12 plus W34. Donc, ça fait moins 229 joules. C'est bien négatif. Il s'agit bien d'un moteur. D'accord. Le travail total est négatif. Fonctionnement moteur. Sur l'ensemble du cycle, le système fournit un travail mécanique. D'accord. Je rappelle que sur les deux isocores à volume constant, le travail des forces de pression est nul. Il faut juste sommer le travail des forces de pression sur les deux isothermes. D'accord. Après, on vous demandait la production mécanique du système sur un cycle. Bon, là, j'ai juste réexprimé de manière littérale le travail total. Travail total sur les deux isothermes. Pourquoi je fais ça? Parce que là, je peux faire apparaître directement donc, la température de la source froide, température de la source chaude. D'accord, sachant que V3 égale V2. Donc V3 égale V2. D'accord, et V4 égale V1. D'accord, bon. V3 égale V2 tout simplement, et pour faire apparaître directement moins NRTF ln de V2 sur V1 plus NRTC ln de V2 sur V1, donc j'inverse le rapport dans le log, et je mets en facteur, donc j'aurai NR ln de V2 sur V1. En fait j'ai le même rapport, vous voyez là j'ai V2 sur V1, V1 sur V2, j'inverse le rapport qui est dans le log pour avoir un plus là, et je factorise par NR ln de V2 sur V1, facteur de TC moins TF. D'accord? Donc ça, cette différence-là est bien positive. Par contre, comme V2 inférieur à V1, donc V2 sur V1 inférieur à 1, le log est négatif. Donc ouf, c'est bon, on retrouve bien un travail total qui est négatif. D'accord. Alors attention, pour le coût énergétique, donc ça c'est la production mécanique du système sur un cycle complet. Le coût énergétique, il faut évaluer les transferts thermiques que le fluide reçoit de la source chaude, le QC. Et là, par rapport ici à ce qu'on a calculé, les transferts thermiques qu'il reçoit la part source chaude, ce ne sera pas Q1,2. Voilà, c'est Q de 3. On l'avait noté. Hein. Q de 3 est reçu de la part source chaude et Q3,4. D'accord. Donc le coût énergétique, QC, ça sera Q de 3 plus Q3,4.
Donc 249 plus 459, d'accord, joules. Et ça permet d'estimer le rendement. Donc là, faites attention, dans le rendement, faites bien le rapport de moins W total, donc moins, n'oubliez pas le moins, parce que W total est négatif, moins W total. Donc tout ça, divisé par QC. Et QC, c'est le coût énergétique total, d'accord. Voilà. Donc là, n'oubliez pas, dans ici, tous les transferts thermiques que je reçois de la part source chaude, j'ai Q23 plus Q34. D'accord. Donc, je vais faire quoi? J'ai un moins, ici. Donc je vais prendre ici la différence, je vais prendre ici donc moins, je vais prendre ici, j'ai fait quoi? J'ai fait NR ln de V1 sur V2, j'ai pris ici le log du rapport inverse, TC moins TF, et je fais la somme des expressions littérales des deux transferts thermiques. Je simplifie par NR, numérateur et dénominateur simplifie par NR, et j'obtiens cette expression-là. D'accord. Pour le rendement, je peux calculer à 0,32. D'accord. Tout est donné, on a calculé tous les volumes, toutes les températures, donc on peut estimer le rendement de ce moteur de Stirling. D'accord. Voilà, de 0,32. Ok. Après, question intéressante, c'est calculer l'entropie créée au sein du système au cours d'un cycle. Donc là, il faut appliquer le second principe. Ça, c'est pas là, c'est notre fiche. D'accord, voilà, donc là on applique, je ne l'ai pas noté, on applique le second principe. Voilà. Sur un cycle de transformation tel que delta S cycle. D'accord, donc la variation d'entropie sur le cycle est égale à la quantité d'entropie échangée sur le cycle plus la quantité d'entropie créée sur le cycle, et ça c'est égal à 0. Pourquoi? S est une fonction d'état, donc delta S cycle est égal à 0. C'est-à-dire que la quantité d'entropie créée sur le cycle est égale, mais opposée, à la quantité d'entropie échangée sur un cycle. Et ça on peut calculer, ça on a la relation somme sur I allant de N des QI sur TI. Donc là je fais la somme de tous les transferts thermiques. Vous voyez, c'est une somme algébrique, hein, je sais. Je note Q12, Q23, mais je connais le signe, hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Ne m'aidez pas un moins ou un plus dans cette somme. Hein. Donc Q12, transfert thermique réalisé avec la source froide, Q23 avec la source chaude, Q34 avec le thermostat de source chaude, et Q41 avec la source froide. Donc faites attention aux températures par rapport aux différents transferts thermiques, d'accord. Après, je simplifie hein, directement, voilà, et j'obtiens cette expression-là, d'accord. Et je calcule la quantité d'entropie créée sur le cycle, qui est également opposée à la quantité d'entropie échangée. On est bien à 0,41 joules Kelvin-1. Donc on a bien ici un cycle, une évolution qui est irréversible. Donc on a bien un cycle qui est irréversible. Alors quelle est la cause d'irréversibilité? En tout cas, ça ne sera pas les isothermes. Parce qu'en fait, les isothermes, on vous dit, on sait que les deux isothermes sont réversibles. C'est-à-dire que finalement, isotherme réversible, à tout instant, la température du système est égale à celle du thermostat. D'accord? Température source chaude ou source froide. Donc ici, c'est sur les deux isochores. Donc en fait, on aura une irréversibilité d'origine thermique sur les deux isochores. Donc le système gazeux n'est pas la même température que le thermostat. D'accord? Donc le transfert thermique sur les deux isochores s'accompagne de création d'entropie. D'accord? Donc ce ne sera pas sur les deux isothermes. Elles sont réversibles. Ça ne peut être que sur les deux isochores. D'accord? Voilà. Et ensuite, 6 et 7, c'est question ici sur le régénérateur de Stirling, d'accord, qui permet ici d'optimiser les transferts thermiques. En fait, vous voyez, pour améliorer le rendement, donc il faut que, voilà, le but c'est d'améliorer le rendement de la machine, on est qu'à 0,32, enfin, c'est déjà pas mal, hein. Son idée est de faire en sorte que le gaz échange du transfert thermique au cours des transformations 2, 3 et 4, 1, non pas avec les thermostats, d'accord, donc 2, 3, 4, 1, d'accord, on est sur les isochores. Donc on se place sur les isochores. C'est-à-dire que là, son idée, c'est finalement, sur les isochores, les transferts thermiques sur les isochores ne vont pas se faire avec le milieu extérieur, ne vont pas se faire avec les thermostats, avec un système, le régénérateur. Et le régénérateur n'échangera de l'énergie qu'avec le système étudié. Donc uniquement sur les isochores, d'accord, qu'est-ce qui se passe? On a le régénérateur qui va échanger de l'énergie sous forme de chaleur, en transfert thermique, avec le système, uniquement sur les isochores. Donc qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le transfert thermique sur les isochores, on a quoi? On a Q41. Attendez, là. Là, on a Q41 sur les isochores, et ça c'est perdu. Vous voyez? Ça c'est perdu. D'accord? Et là, on est avec la source froide. C'est-à-dire que là, le système perd ce transfert thermique, il le cède à la source froide. Donc plutôt que de perdre et de transmettre ce transfert thermique à la source froide, on va le transmettre au régénérateur. D'accord? On le transmet au régénérateur, d'accord, qui va le céder ensuite au système lors de l'évolution 2-3 isochores. D'accord? Donc là, je l'ai noté, hein, au lieu de perdre le transfert thermique Q41 en le cédant sur ce froide,
et de Stirling consiste à le céder au régénérateur pour qu'il le rende au gaz lors de l'étape 2-3. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on effectue des économies d'énergie. Et en effet, c'est-à-dire que finalement, si le régénérateur fournit ici le transfert thermique au préalablement perdu sur 4.1, il le fournit lors de l'étape 2-3, bah, l'étape 2-3, finalement, vous voyez, c'est ce qui minimise le rendement. D'accord? C'est-à-dire que là, cette quantité-là sera compensée par l'apport, d'accord, du générateur qui a absorbé le transfert thermique lors de 4 à 1. Donc en fait, le rendement, lors du rendement ici avec le régénérateur, on n'aura plus ce terme-là. Ce terme-là sera compensé par l'apport en Q4.1. Donc le rendement ici total, on va retrouver ici, ou QC, ce qu'il faut juste modifier, c'est QC sera uniquement Q3,4. D'accord? Voilà. La grandeur coûteuse, les transferts thermiques reçus de la part de la source chaude, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de transfert thermique ici, Q2,3, isocore Q2,3, avec la source chaude, il a lieu avec le régénérateur. Donc le seul transfert thermique QC avec la source chaude, donc le coût énergétique, aura lieu uniquement sur, ici, l'isotherme 3,4. Donc une fois qu'on a ça, les logs se simplifient, on retrouve TC moins TF sur TC, TC moins TF sur TC, ça fait 1 moins TF sur TC. On retrouve quoi? Le rendement de Carnot. Et le rendement de Carnot, c'est le rendement maximal que l'on peut obtenir pour une machine d'ITERM. D'accord? Voilà pour cet exercice ici sur l'étude théorique du moteur de Stirling. Alors, sur les machines thermiques, bon, le 3, très proche du cours, ça c'est du cours. Je ne vais pas le corriger. Je vais pas le corriger, c'est du cours, vous passez très rapidement dessus. Le scooter, vous pouvez le regarder également. Vous faites très rapidement, d'accord, moteur de temps, le scooter, pour le regarder. Ce qui m'intéresse plus, c'est que vous regardiez l'exercice numéro 5, moteur diesel. D'accord, à double combustion. Pour moi, c'est le plus important qui reste à faire sur machine thermique sans changement d'état, sans écoulement. Donc regardez le 5, je le corrigerai la prochaine fois. Prochaine séance, dernier chapitre de thermo, il sera très rapide, statique des fluides. D'accord. La semaine prochaine, ouais, on va finir le dernier chapitre de... Enfin, commencer et terminer le dernier chapitre de thermo. On va également commencer de l'induction, premier chapitre d'induction. D'accord. Donc cet exo-là, regardez. Exo numéro 5. Et après, bon, ça, non. Celui-là, le 8, il est compliqué. Machine à vapeur. Là, à l'époque, je l'ai mis 2 étoiles. D'accord, doublement étoilé. Parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué que les autres. Si vous voulez vous entraîner, il y a le compresseur étagé qui est pas mal. Compresseur étagé qui est pas mal. Et après, les tuyaux de concouvrement que j'ai donné également. D'accord. Voilà. Bon, bah voilà. Voilà pour moi aujourd'hui, quand même bien avancé. On a quand même fini le chapitre sur les machines thermiques. On a machine thermique avec écoulement, changement d'état. Reprenez à tête reposée, ceci. D'accord. Ça, il y a 2 cellules de concours blanc que je vous propose là-dessus. Il y a encore 2 diagrammes enthalpiques à étudier. D'accord. Le turboréacteur et cycle réfrigérant au dioxyde de carbone. Donc il y a quand même encore 4 exos à dire sur la manipulation de tels diagrammes. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Revenez également sur la machine thermique sans changement d'état, donc avec le moteur diesel. D'accord. Moteur diesel à double combustion. Ça, je vous donnerai la correction la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Voilà pour moi aujourd'hui, c'est bon. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end et à la semaine prochaine.